C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Medi 1 dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Aujourd'hui, avec mes invités, nous allons nous consacrer sur la notion de confiance. Qu'en est-il réellement? La confiance ne se donne pas, elle se mérite. Oui, mais comment donner et comment mériter la confiance de quelqu'un? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. En deuxième partie, toujours en lien avec la première, nous allons parler politique. Un constat général, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne votent pas. Pourquoi les jeunes ne votent pas? Pourquoi ces jeunes ont du mal à accorder leur confiance à un candidat? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission. Ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de notre ami Arnaud. Vous êtes diplômé en droit. Deuxième participation à l'émission Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Arnaud. Plaisir partagé. Plaisir partagé, je l'espère également pour notre ami Mamadou. Vous êtes entrepreneur, première participation à Génération News. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Plaisir partagé, Malik, spécialiste de la voix. Vous êtes dans le domaine du doublage, de la voix off et tout le reste. On va un peu parler un peu plus de ça, de ce métier-là, spécialiste de la voix. Mais merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci à vous, merci à vous. Et nous allons terminer avec un habitué du plateau Génération News, Elie, étudiant en gestion des structures aéronautiques et aéroportières. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet en parlant de la confiance. Malik, revenons un petit peu sur le concept en lui-même, la notion en elle-même. Quand on tue par confiance, quand on parle de la confiance, c'est quoi la définition que tu apportes à cette notion? Pour moi, la confiance, c'est ce qu'on se donne à soi d'abord pour pouvoir donner ça aux autres. Car comme je disais tout de suite, la confiance ne peut être donnée si on n'en a pas en nous. Donc c'est un travail qu'on fait d'abord sur soi-même, donc pour pouvoir le donner aux autres. Donc un travail qu'on fait sur soi-même, un travail de sincérité, un travail de se connaître, un travail de travailler sur sa prise de parole. Donc c'est important, comme vous le dites tout de suite, de travailler sur ses relations avec les autres. On ne peut pas à chaque fois trouver une personne qui a la même vision que nous, c'est impossible. Mais on peut trouver des personnes qui peuvent coller avec nous, des personnes avec qui on peut marcher ensemble. Comme disait l'autre, il n'y a pas de personne commun. On est tous différents comme les empreintes de la main. Donc il faut juste, pour moi, la confiance, c'est donner et ne pas attendre de retour, mais en fait donner carrément et avec précision et tac et astuce. Ça, c'est bien de l'avoir souligné quand même, parce que donner et ne pas attendre en retour, c'est un peu risqué quelque part, Arnaud, parce que la confiance, vu la définition de notre ami Malik, c'est un peu se donner à quelqu'un, c'est un peu s'ouvrir à quelqu'un. Est-ce que la confiance, quelque part, elle n'est pas un peu dangereuse parce qu'elle expose la personne? Faire confiance, c'est s'exposer quelque part, Arnaud? Oui, je pense que quelque part, il y a des exceptions en ce qui concerne la confiance. Ça dépend des paramètres en fait. En ce qui concerne l'amitié, je pense qu'il est important, sinon indéniable, d'avoir la confiance à 100%. Voilà, parce que la confiance, on ne l'accorde pas à n'importe qui, n'importe comment. C'est, par exemple, dans le cadre du travail, qu'on peut essayer de faire confiance à une personne en essayant de juger d'abord ses compétences. Et ses qualités. Et puis ça va suivre. Et je vais un peu essayer de rattacher le mariage en ce qui concerne l'amitié. D'accord. De connaître la personne avant de l'accorder la confiance, en fait, d'aller avec la personne. D'accord. On parle d'accorder la confiance, mon cher Elie, je l'ai dit au début de cette émission, dans mon introduction. L'adage, on est tous tombés là-dessus, les amis, cette phrase qui sonne dans nos têtes en nous disant que la confiance ne se donne pas, elle se mérite. Comment mériter la confiance d'une personne, Elie, selon toi? Déjà, pour mériter, merci déjà pour la question, pour mériter la confiance d'une personne, ça se travaille. C'est pas du jour au lendemain où on décidera de donner la confiance à une tierce personne. On travaille sur la relation que nous entretenons et nous essayons de voir si nous partageons les mêmes intérêts. C'est à partir de là, à partir des intérêts que nous partageons ensemble, parce que dans la notion de confiance, il y a aussi cette forme de contrat où on attend de l'autre quelque chose en retour. Donc, il est important de travailler sur ça et si on a les mêmes intérêts dans cette forme de contrat et c'est un contrat moral en fait. C'est une forme de contrat moral. Exact. Et avec le temps, on peut
faire confiance à la personne ou pas. Oui, est-ce qu'il y a des critères déjà, Elie, préétablis? Je veux dire, à partir du moment où tu perçois ces critères-là chez une personne, tu te dis, OK, là, je peux faire confiance à la personne. Ou bien c'est beaucoup plus au feeling. C'est vrai, tu l'as souligné, hein, c'est le fait de partager quelque part aussi quelques points en commun. Mais est-ce que c'est suffisant pour donner sa confiance à une personne? Je ne pourrais pas dire que c'est suffisant. On pourrait un peu partir sur le feeling, mais ce n'est pas totalement sur le feeling. Parce que si on partait sur le feeling, c'est s'exposer totalement à des... comment dire, à des situations difficiles qui vont vous mettre un peu dans une zone super noire. Exactement. Dire, en fait, Et on finirait par en souffrir. Donc, c'est un peu sur le feeling, mais aussi sur un recul, on finit par comprendre que il faut travailler sur la relation et essayer d'établir un certain climat autour de cette relation. Climat autour de la relation, mon cher Mamadou. Oui, Malik, tu veux rebondir sur un point? C'est juste... pour les critères. D'accord. Donc il n'y en a pas, on n'a pas dit que les critères sont fixes ou pas, parce que comme je l'ai dit, les personnes sont différentes. Donc juste, il n'y a pas de timing, juste donner, c'est-à-dire regarder la personne, donc voir si on peut trouver un point d'entente, c'est ça que je veux dire. Car je peux avoir un point commun avec Elie, donc c'est le foot, un point commun avec Arnaud, c'est le... Oui, mais est-ce que c'est suffisant, Malik, pour donner sa confiance, faire confiance à quelqu'un? Bon, ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas, donc on a à chaque fois des surprises. Donc si on veut être pointilleux avec toutes les personnes qu'on va voir, là on n'aura personne et on sera seul. Donc si on devient pointilleux à chaque fois, à chaque instant, donc on ne va jamais donner notre confiance. Oui, mais dans ce cas, parce que tu trouveras forcément quelqu'un avec qui tu te sentiras bien. Forcément. D'accord. Mais comment justement cette envie de se mettre avec cette personne va se déclencher? Est-ce que c'est sur le comportement de la personne? Parce que comme Elie l'a dit, c'est un contrat moral. Prenons le cas du couple, hein, c'est l'exemple souligné par notre ami Arnaud. Prenons le cas du mariage. Le mariage, on parle de confiance à l'intérieur. Je pense que la confiance dans le mariage, c'est la base, c'est l'épicentre même du couple. Mais à partir du moment où on assiste à un divorce, ça sous-entend que cette confiance n'existe plus. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que cette confiance disparaisse dans un couple, par exemple, mon cher Malik? Quand on dit un couple, on est d'abord amis d'abord. Quand on parle d'amis, on parle de dialogue. On parle de réciprocité. On parle même de mathématiques parce que 1 plus 1 égale 1 quand on est en couple. Ce n'est plus deux personnes en fait, c'est qu'une seule personne. Voilà. Une seule personne qui pense, deux personnes qui pensent ensemble. Donc quand on parle de personnes, on parle de raison aussi et de cœur. C'est-à-dire des personnes qui pensent ensemble, qui ont les mêmes définitions, les mêmes finitions d'une chose, les mêmes solutions qu'ils apportent à n'importe quel problème. Des personnes qui aiment ensemble. Quand je dis aiment ensemble, tu ne peux pas aimer le mafé comme moi je l'aime, ne pas aimer le tchéboudienne comme moi, mais des personnes qui se retrouvent en fait. Car on dit que l'amour c'est une manque, c'est un manque autant pour moi. Donc c'est ce qui n'est pas en moi que je retrouve en Elie, ce qui n'est pas en moi que je retrouve en Régis. Et donc ça veut dire que si dans un couple on assiste à un divorce, c'est que la confiance, on est d'accord, la confiance n'est plus là, et cette absence de confiance, ça peut être justifié par l'infidélité ou bien le comportement qui n'est plus celui qu'il était avant. Qui n'est plus le même, un changement, je peux dire un changement. Donc il faut juste essayer d'être constant, c'est-à-dire même pas être constant parce que le quotidien des fois ça tue et ça devient un peu chiant, donc pour le mot, mais c'est d'être constant, donc être la personne qu'on a connue avant le mariage et de continuer avec. Être constant. Oui, je reviens à toi, Elie, dans une poignée de minutes. Mamadou, on a parlé tout à l'heure des mathématiques. Il y a aussi une équation dans cette notion qui est la confiance, c'est que personne plus confiance égale déception parfois. Est-ce que tu partages cette équation-là ou bien tu veux la reformuler, essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'apporter une autre équation à celle-là? Ok, merci beaucoup. Personne? C'est très compliqué parce que souvent on peut avoir beaucoup de confiance en une personne, mais à la fin, c'est une déception. Pourquoi? Parce que on n'essaie pas exactement de calculer comment être avec la personne, de savoir aussi comment négocier avec ces personnes en cas de conflit, surtout, parce que c'est très intéressant. Souvent, vous pouvez avoir des visions différentes, alors que vous devez travailler ensemble. Mais c'est juste la communication qui fera la différence. Si on arrive à bien communiquer avec la personne, on arrive aussi à bien
poser les critères, mais aussi les différents objectifs ensemble, avec la communication, nous arriverons à trouver un terrain d'entente et travailler ensemble. Est-ce que la notion de la confiance a la même valeur, Mamadou, selon toi, dans chaque situation bien précise? Arnaud l'a encore souligné, la confiance, est-ce que la confiance dans une relation amicale est la même dans une relation amoureuse ou familiale, par exemple? Non. Pourquoi je dis ça? Imaginons dans le cadre d'une relation amicale. Donc là, tout est permis, on dirait. Donc on peut partager tout, on peut se dire tout, mais dans le cadre d'un couple, souvent il y a des limites selon les termes à utiliser, mais aussi selon les lieux à partager. Donc si on arrive à dépasser ces bornes, automatiquement la confiance commence à changer selon aussi nos comportements. Donc automatiquement, dans le couple, la confiance en général, ça part quand tu l'as dit, le comportement change. Hein. Malik, ce n'est plus le même. La femme qui avait un seul téléphone se retrouve avec 2 téléphones et en général, on ne sait pas pourquoi le deuxième téléphone est là. Donc tant que c'est pas justifié, derrière, il y a cette confiance qui commence un petit peu à disparaître, à s'effriter. Elie, je viens à toi, tu voulais rebondir sur un... Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Malik. Déjà, j'aime bien l'approche psychologique dans ce qu'il disait, parce que l'approche psychologique voudrait que l'on reconnaisse en soi, dans la confiance, le fait que j'ai un manque, mais que je voudrais que l'autre personne comble ce manque. Donc, du coup, il est très important de savoir que dans la notion de confiance, nous devons reconnaître en nous déjà, quelle que soit la relation que nous avons, que ce soit amicale, que ce soit une relation amoureuse, nous devons, s'il y a ce petit manque là qui fait que l'autre vient combler, et à partir de là on accorde sa confiance ou pas à l'autre. Arnaud, est-ce qu'on peut totalement faire confiance à quelqu'un? Je veux dire, s'il fallait aujourd'hui arriver prendre l'exemple d'un pourcentage, est-ce qu'on peut faire confiance à 100% à quelqu'un? Est-ce qu'on peut avoir confiance à quelqu'un à 100%? Bon, je dirais que non. La seule personne à qui peut faire confiance à 100%, c'est Dieu. Parce que lui, nous ne sait jamais. Donc la confiance... Ah, donc tu parles de déception, donc tu es un petit peu d'accord sur l'équation de personne plus confiance égale déception. Bon. En fait, c'est quelque chose qui... En fait, quand on fait confiance, on s'attend forcément à être déçu. Non, pas forcément, on s'attend pas forcément, ça dépend en fait. Parce que la confiance et la déception sont des mots qui sont à la une. Chacun a sa part de confiance, chacun a sa part de déception. D'accord. On va dire qu'il y a des gens en fait à qui on ne veut pas accorder la confiance. Mais quelque part, d'autres personnes vont toujours essayer de se rapprocher d'eux pour les faire confiance et tout. Donc, en ce qui concerne ce processus-là, il faut juste s'arranger à ne pas abuser de la confiance de l'autre, en fait, la personne qui se rapproche de l'autre pour demander un service ou pour voilà. C'est un peu dans ce contexte en fait. Et là c'est un peu aussi compliqué, Malik, parce qu'il y a des termes aujourd'hui en lien avec cette notion de confiance qu'on retrouve un peu partout. On a un juriste ici, c'est notre ami Arnaud. Il y a un terme qui fait souvent référence quand on veut se plaindre, quand on veut porter plainte. On utilise ce terme abus de confiance. Abus de confiance. Écoutez, Régis, il faut s'auto-éduquer. Donc, ce que j'avais dit au début, il faut d'abord se faire confiance à soi-même d'abord. Être sincère, être ponctuel, être véridique. Mais est-ce que quelque part c'est pas un peu utopique, mon cher Malik, d'espérer retrouver toutes ces qualités l'un chez l'autre? Voilà, j'y arrive. Donc là, je dis, c'est une relation, hein, c'est parallèle. Donc quand on dit qu'il faut être sincère, qu'il faut être ponctuel, qu'il faut être véridique, souvent si on met ça en pourcentage, on peut être véridique à 90%. Mais Arnaud ou Elie ont les 2%. Là, on va prendre ça chez lui. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on s'auto-éduque, on sait qu'on a une confiance qu'on accorde au domaine professionnel. Il y a une confiance qu'on accorde au domaine amour. Il y a une confiance qu'on accorde dans le domaine de l'amitié. Oh, de la famille également. Et la famille, surtout dans la famille, parce qu'on dit que la famille c'est deux, la famille qu'on voit dehors et la famille qu'on a, et la famille qu'on n'a pas choisie. Donc dans le domaine professionnel, quand on doit faire confiance à quelqu'un, c'est grâce à sa ponctualité, disons la vérité. C'est grâce à son travail, sa sincérité. Et si on met ça en pourcentage, la confiance diminue en fonction
fonction de la personne. Donc, si elle diminue sa ponctualité, je diminue ma confiance. Si elle diminue sa sincérité, je diminue ma confiance. Et la personne la perd au fur et à mesure qu'elle n'a plus la constance que je disais, les choses que j'avais vues avant que... Mais Mamadou, du coup, ça devient une grande mission, la confiance. Mamadou, ça sous-entend que du coup, ça se travaille, la confiance, Mamadou. Oui, ça se travaille. Hein, du moment où on est une personne, et comme j'ai l'habitude de le dire souvent avec mes amis, quand on est quelque part, quand on est dans un lieu, la première des choses à revoir, c'est le comportement, mais aussi l'environnement qui nous entoure. Il faut l'étudier. Voilà, il faut vraiment l'étudier. Et en dehors de ça aussi, j'ai l'habitude de le dire, c'est la confiance personnelle. Pourquoi je dis la confiance personnelle? Ça revient à connaître exactement nos valeurs, nos principes, mais aussi notre éducation de base, y compris. Pourquoi, quand on est quelque part, alors qu'on sent que l'environnement ne joue pas vraiment à notre faveur, automatiquement. Ce qu'on appelle le savoir-être, le savoir-vivre aussi. Absolument. Donc là, on recule et essaie d'observer, en quelque sorte, et essayer de voir avec qui communiquer, avec qui avoir des liens. Donc ça y joue. Si on donne totalement confiance à une personne, donc là, ça risque de créer des problèmes et à ne pas en finir. Oui, parce que comme on dit, là, on dit souvent l'argent, c'est l'honneur de la guerre, mais aujourd'hui, la confiance aussi l'est quelque part, parce que quand on abuse de quelqu'un sur un plan moral, ça fait encore très mal. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à des scénarios, par exemple, où quelqu'un vous appelle, vous dites, écoutez, le téléphone, il est vendu à 1 million, faites-moi confiance, il n'y a pas de problème, on vous rassure par rapport à ça, et puis derrière on est tous tombés sur ce scénario là, en tout cas des escrocs au passage, à qui on rassure qu'on va continuer à vous combattre, les amis, pour l'année 2022 qui arrive dans une poignée de jours. Revenons justement au cercle familial, mon cher Arnaud. Malik a parlé de la confiance dans la famille, je l'ai également souligné, dans la famille, dans la relation amicale ou encore professionnelle également, mais qu'en est-il de la confiance au sein d'une famille? Je veux dire, est-ce que pour vous, vous sentez que vous avez une lourde responsabilité quand votre mère ou bien votre père vous dit qu'il vous fait confiance ou qu'il vous montre qu'il vous fait confiance? Comment derrière vous rendez ce cadeau-là, cette confiance-là de vos parents? C'est d'abord un privilège parce que ça n'arrive pas dans toutes les familles. Bon, ça peut déjà commencer par le fait de l'instruction, les bases, et puis voilà. Avec le temps, on essaie d'évoluer. Par exemple, quand un parent envoie son fils à l'école, le parent s'attend au résultat. Oui, mais clairement, il y a déjà un contrat moral qui est là, et un contrat le contrat moral, il est simple. Je t'envoie à l'école, tout ce que je veux en retour, c'est des diplômes, c'est ta réussite. Donc quelque part, oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est juste une contribution, mon cher Arnaud. Donc, pour ajouter à ce que Arnaud disait, c'est une lourde charge lorsque un parent décide de te faire confiance. Est-ce que cette charge, elle est plus lourde, Elie, quand elle est verbalisée, quand ton père te dit « Elie, je te fais confiance » ou quand maman te dit « Elie, je te fais confiance ». Je pourrais dire oui, parce que moi-même, j'en ai fait les frais. Il y a quelques années, lorsque mon père, de son vivant, me disait que je te fais confiance lorsqu'il m'envoyait faire quelque chose. Parce qu'il s'attendait à ce que je rapporte quelque chose. Et c'est encore plus pesant lorsque tu sens que tu n'arrives pas à la hauteur de la chose attendue par la personne qui te fait confiance. Donc du coup, vous devez plus travailler sur vous, vous devez plus travailler, vous devez plus donner, alors que des fois, vous n'en avez pas. Donc vous voyez que vous êtes obligé de... de vous surpasser. Il y a des standards que vous devez atteindre, qu'à un moment donné, vous demandez si vous avez vraiment... Malik, la confiance dans la famille, est-ce que papa te fait confiance? Est-ce que tu sens qu'il te fait confiance? Cette confiance est beaucoup plus du côté de maman. Papa, je crois, et maman, je crois aussi. Donc, vous allez me répondre quand je vais rentrer. Donc, Régis, on avait quelque chose qu'on a perdu. Dans la famille africaine, donc, on avait une éducation qui n'était pas vue nulle part, Une communication qu'on faisait avec les yeux. Exactement. Une communication qu'on faisait avec de petits gestes. D'ailleurs, pour l'un de vous là t'interrompre, mon cher Malik, nos parents africains, ils ont l'éducation du mentaliste. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus avec le regard, avec le comportement, avec la gestuelle qu'on nous éduque. Et nous, évidemment, quand tu fais une bêtise et que tu as ton père qui rentre, qui te regarde, tu sais tout de suite que voilà. Que ça va chauffer. Donc là, on a perdu la notion de famille. Donc maintenant, nos familles, c'est nos likes sur Instagram, nos likes sur Facebook. Sur Facebook. Donc on ne sait pas que la meilleure entreprise,
le meilleur moment où on peut s'éduquer pour pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un d'autre de dehors, c'est dans la famille. Parce que c'est pas, l'hasard pour moi n'existe pas. Donc on est obligé de faire confiance à notre famille. Souvent dans les familles africaines, il y a des coups bas que seuls nos frères nous font. Et seuls eux ont la prétention ou la prétention de pouvoir nous faire ça. Donc on doit endosser et avancer, je parle en parenthèse. Donc on doit endosser et avancer. Je répète, on doit endosser et avancer. Et savoir que c'est eux qui peuvent le faire et personne ne peut oser nous faire ça. C'est important pour toi, Malik. Aujourd'hui, il y a papa et maman qui te regardent. Est-ce que c'est important pour toi de sentir justement qu'ils te font confiance? Est-ce que quelque part, c'est un leitmotiv, c'est du carburant pour toi tous les jours dans la vie de sortir avec l'idée selon laquelle tes parents ont confiance en toi? Mes parents, mes sœurs, parce qu'on est nombreux dans la famille. D'accord. Mais on va pas passer le coucou à toutes les sœurs, mais on salue toute la famille. C'est kérosène, c'est essence, c'est gasoil, c'est sang, c'est tout. Parce qu'on sort avec un bonheur incalculable. Parce qu'on sait que derrière, on a des gens qui ont confiance en nous. Et là, même pour rejoindre Elie, même si on n'est pas capable de le faire, ou on ne se sent pas donc apte à faire ça, donc il y a une sorte de force qui revient. Donc quand on tombe et quand on s'essouffle et qu'on ne respire plus même, on pense à la confiance de maman ou à la confiance de papa derrière. Et là on revient, et souvent les gens le perdent et ils ne savent pas l'importance qu'est la confiance de maman, de papa, même de la petite sœur. Parce que moi personnellement j'avance et je vis pour eux, parce que je sais que eux ils regardent et ils suivent. Donc, si on fait quelque chose qui n'est pas en rapport avec l'éthique et la déontologie que nos parents nous ont enseigné, donc ça met en faille l'éducation qu'on a mis sur place. Vous voyez? Donc, c'est une sorte de moteur, de leitmotiv. Donc, pour moi, donc personnellement, je parle personnellement. On va revenir, Bamboudou, sur un point souligné par Malik tout à l'heure. Il parlait de perdre la confiance et de retrouver la confiance. Est-ce que c'est plus difficile, selon toi, de retrouver la confiance de quelqu'un, de reconquérir quelqu'un sur ce point bien précis qu'est la confiance? C'est très difficile de reconquérir une personne parce que je vais prendre juste l'exemple d'une tasse en verre qu'on a cassée. Donc, tôt ou tard, ou bien dans n'importe quelle situation, on ne peut plus avoir la même tasse. Oui, même si on met un peu de l'alcool. Voilà. C'est juste ça. La personne, à la fin, essaie juste de se mettre avec la situation, essayer de se remettre avec vous, mais au fond, il y a tout le temps les pourcentages qui vont diminuer. Donc c'est la même chose aussi, on peut revenir sur les propos de Malik avec la famille. Donc je dirais même nos parents sont nos pare-balles. Pourquoi je dis ça? Imaginons un gilet pare-balles. Voilà, imaginons nos parents qui sont toujours là à prier pour nous. Donc, c'est une source de motivation. Et c'est une confiance. Ouais, effectivement, quand on sort, dans n'importe quelle situation, on se dit, nous avons la tête tranquille, nous savons exactement quoi faire, personne ne pourra nous arrêter. Donc, c'est une source de motivation pour nous, mais aussi d'essayer, en retour, il faut savoir quoi faire. Ce n'est pas seulement rester sur place et se dire que nous avons nos parents qui sont derrière nous, leurs prières, mais à la fin, nous ne faisons rien. Donc, si on arrive à faire quelque chose, tôt ou tard, nous allons voir les résultats de manière positive. Oui, Elie. Donc, pour revenir à ce qu'il disait, prenant son exemple de la tasse qui se casse, la confiance, lorsque on perd la confiance d'une personne, il est très difficile de la retrouver. Parce que c'est comme il disait, sous forme de pourcentage. On va se dire que est-ce que cette personne ne pourra pas... on est un peu sceptique, parce qu'on se dit si la personne a me fait mal une première fois, est-ce qu'elle peut recommencer? Voilà, exactement. Donc ça devient très compliqué. Mais que faut-il faire du coup? Est-ce que c'est sur le long terme que cette confiance, en termes de pourcentage, va remonter à 100% ou à 90%? Normalement, je pense que c'est cette personne qui a perdu la confiance qui devrait, c'est elle qui devrait travailler pour regagner votre confiance. Parce que vous attendez à ce que cette personne-là ne refasse plus les mêmes choses qu'elle a fait hier. Donc du coup, c'est à elle de travailler sur les points qui ont causé le point de discorde d'hier et essayer de rajouter quelque chose pour mettre la personne en confiance et essayer de regagner une place de choix dans la vie de la personne. Une place, oui, Arnaud. Je dirais qu'il faut juste essayer de mesurer les degrés en fait. Les degrés qui poussent à la personne qui a été par exemple déçue de pouvoir refaire confiance à l'autre ou d'être méfiant. Voilà. Si la personne doit être reconduite, si la personne doit davantage bénéficier de la confiance,
il faut essayer de voir s'il y a possibilité vraiment de l'accorder par rapport à ce qu'il y a eu auparavant, tout simplement. Ouais. Ou s'il faut couper à cette personne la confiance et voilà. Mais on peut partir sur de nouvelles bases, c'est-à-dire tout de suite quand la personne revient, fixer les bases, comme Mamadou l'a dit dès le départ, fixer les bases et peut-être voir si dans le comportement, parce que la confiance et le comportement aussi c'est un lien, apparemment, vu tout ce qu'on est en train de se dire, Malik. Mes astuces à moi, donc... on est preneur, partage. Voilà. On a tous des parts d'ombre, qu'on se dise la vérité. Ouais. Quelqu'un a perdu notre confiance, mais nous aussi on a perdu la confiance de quelqu'un d'autre. Donc c'est parallèle. Donc pour moi, il faut regarder dans chaque personne la part qu'il peut régler pour toi. Ce que je vois en Arnaud, c'est qu'il est ponctuel, mais il n'est pas véridique. Donc dans le côté vérité, je ne vais jamais toucher Arnaud. Mais dans la côté de la ponctualité, je sais que je vais appeler Arnaud. Et il sera là, il le fera carrément. Donc, il faut être la personne la plus fiable dans le domaine qu'on peut. Si c'est dans le domaine de la prise de parole, dans le journalisme, je sais que je vais appeler Registre. Dans le domaine de l'aéronautique, je vais appeler Elie. Dans n'importe quel domaine, il faut savoir les personnes qu'il nous faut. Donc, et en prenant compte aussi que nous aussi, on a des bas qui blessent. On a perdu la confiance d'autres personnes. Donc, il faut pas à chaque fois être dur et être pointilleux. Il faut être avec la personne dans la mesure du possible. En fait, c'est un travail de soi et un travail de l'autre aussi. Voilà, c'est ça. Derrière. Essayer en quelque sorte d'être conciliant dans la situation présente en fait. Il nous reste quelques secondes avant évidemment de clore cette première partie d'émission. Mamadou, on parle de la confiance en quelques mots, on parle de la confiance dans la famille, mais qu'en est-il de la confiance entre frères et sœurs, ou entre frères tout simplement, ou entre sœurs? Est-ce que ça vous arrive tout de suite de faire confiance à votre frère? Est-ce que la confiance entre frères est tout de suite, elle est innée? C'est-à-dire c'est mon frère, donc tout de suite j'ai confiance en lui. Non, c'est un travail. Parce que moi, personnellement, avec mon grand frère, donc je salue de passage. Il s'appelle comment? Tidiane Camara, docteur Camara. D'accord. Donc c'est lui mon idole. Donc tout le temps je le dis, vous êtes mon idole. Et parce que depuis tout petit, nous travaillons ensemble sur beaucoup de choses. Nous jouons ensemble au football, mais aussi dans le côté de l'éducation. Tout le temps, il me disait il faut faire ceci ou bien il faut faire cela. Quand nous sortions aussi avec mon petit frère aussi, aujourd'hui c'est la même chose. Nous partageons tout le temps même la même chambre. Je lui dis il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Nous travaillons. Vous êtes frères, donc du coup pour vous cette confiance elle est normale, elle est logique. Oui, et même avec nos mamans qui nous disaient tout le temps, nous à notre époque, c'était juste le processus que nous avons eu à partager avec vous. Donc vous devez forcément être ensemble. Et en parlant de processus les amis, on marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. A tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News sur Média 1 TV pour la suite de votre émission. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser, comme je l'ai souligné en introduction, on va parler de politique, les amis, mais la thématique qui nous concerne aujourd'hui, en ce qui concerne le vote, évidemment, c'est en lien avec la première thématique, on parlait de la confiance. Aller voter, c'est faire confiance à un candidat, mais on a un constat également qui a été fait de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans la tranche de 18 à 25 ans ou de 18 à 35 ans qui ne sont plus, on va dire, poussés par le fait d'aller voter. Elie, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Déjà, est-ce que toi, tu es déjà allé voter? Est-ce que tu as déjà mis en pratique ce devoir civique, citoyen? Merci pour la question. J'ai déjà participé à mon devoir civique, et je pense qu'il y a de cela quelques années. Maintenant, pourquoi cette confiance des jeunes diminue et pourquoi les jeunes ne vont plus dans les bureaux de vote? Moi, je pense que c'est parce que ces jeunes-là ne se reconnaissent plus dans la gestion de la société, tout simplement. Voilà, de la chose publique. Et aussi, je pourrais aussi rajouter que c'est par méconnaissance de la gestion de la chose publique que beaucoup n'y vont pas pour voter. D'accord. Et comment arriver à... Déjà, est-ce que vous comprenez le phénomène, Arnaud? Le fait qu'aujourd'hui, nos semblables, parce que oui, nous sommes encore jeunes, ne soient plus ou ne soient pas intéressés par la politique, par le vote. Est-ce que c'est ce désintéressement de la politique qui conduit à l'absence des jeunes dans les bureaux de vote, selon toi, Arnaud? En grande partie, oui, c'est le désintéressement de la politique. Parce que d'abord, ces jeunes-là, ils essaient de regarder un peu les réalités, et puis voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus ceux qui votent, c'est ceux qui ont par exemple une certaine situation établie, ceux qui ont quand même étudié, ceux qui travaillent,
ceux qui sont bien laissés dans la société. Voilà. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas vraiment de source de revenus, ne se donnent pas et n'essaient pas d'aller de l'avant pour essayer de remplir cette tâche, cette fonction civique en fait. Oui, c'est un droit. C'est parce qu'à partir de 18 ans, on a le droit au vote, on a le droit de voter. Donc au-delà du droit, ça devient un devoir aussi. Parce qu'en tant que citoyen, évidemment, il faut bien que tu ailles voter. Malik, Arnaud parlait justement en fait de ce désintéressement de la vie politique. Est-ce que c'est vraiment le facteur par excellence qui explique qu'aujourd'hui, il y a un taux d'abstention des jeunes dans les bureaux de vote? Écoutez, Régis, bien sûr, parce que l'adage dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais est-ce qu'on a cette jeunesse qu'il faut à la place qu'il faut, Malik? On n'a pas cette jeunesse qu'il faut à la place qu'il faut, mais on a cette jeunesse-là. Elle est ici, elle est vivante, mais elle est fatiguée. Elle est fatiguée de parler, fatiguée de réagir, fatiguée de ne pas être écoutée, fatiguée de ne pas avancer, fatiguée de faire ses cours pendant 8 ans et de se retrouver chez soi en receveur de bus. Ouais. Donc, qu'on se dise la vérité, les présidents ils sont éligibles à l'âge de 60, je ne sais pas quel an. Ils sont vieux. Donc, ce qui veut dire que là, c'est les vieux. Ça concerne les vieux. Donc, maintenant, les jeunes, ils se retrouvent dans le business. Donc, comment trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille? Ils n'ont pas confiance. Ils ne sont pas impliqués. Même s'ils sont impliqués, c'est les escrocs qui les impliquent. Ils sont impliqués seulement pour prendre le chanus et les 5 000 francs. Alors là, ceux qui sont éveillés et réveillés savent que ce n'est pas là la route qu'il faut. Ils savent qu'ils doivent être panafricanistes et essayer de parler pour qu'un peu de personnes, peu de temps que soit, les écoutent et qu'il y ait un peu de changement en fait. Oui, Elie, je pourrais rajouter à ce qu'il dit, c'est parce que la jeunesse aujourd'hui ne se reconnaît pas dans la gestion de la chose publique. Oui, mais Elie, partons du principe que lors d'une élection présidentielle par exemple, ou bien les législatives, il y a forcément, je veux dire, vous ne pouvez pas forcément vous retrouver dans un cas de figure où il n'y a aucun candidat qui ne porte un programme qui vous intéresse en tant que jeune. Il y a forcément ce candidat-là qui vous intéresse. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, lors des élections, on se retrouve avec un taux d'abstention des jeunes qui n'envahissent pas des bureaux de vote, quand on sait pertinemment, et je pense que Malik l'a souligné, que la jeunesse aujourd'hui que nous représentons, c'est l'avenir de demain. La jeunesse, elle est sacrée, je pense que vous la connaissez, celle-là, cette notion. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant que jeune, on va décider de sacrifier l'avenir de notre pays parce qu'on ne veut pas aller voter? C'est simplement lié au fait que les personnes à qui on accorde notre confiance, pour revenir à notre premier thème, ces personnes-là n'arrivent pas à satisfaire nos besoins. Ces personnes-là nous donnent un programme, mais au finish, on finit par voir que ce programme n'aboutit à rien. On a des éléphants blancs, on a des projets qui n'aboutissent jamais, on a des programmes qui, dans la majorité, sont juste sur du papier, mais que dans le contenu ou bien dans le concret, dans la réalisation de rien en fait. Donc, ce qui fait que cette jeunesse-là pense que peu importe ce qu'on va faire, on n'aura rien en retour. Donc, que j'aille voter ou pas, ma voix ne compte que pour du beurre, permettez-moi l'expression. Oui, et ça Mamadou, oui, Arnaud, je reviens à toi dans une minute. Mamadou, et ça c'est beaucoup plus en fait le genre d'expression qu'on retrouve chez les jeunes, ma voix ne compte pas, mais ce n'est pas le cas. Je pense que la voix d'un jeune, ça compte. Une voix, tout simplement, elle compte. Est-ce que le fait d'aller voter, même si vous ne votez pas, vous votez contre le candidat, vous avez déjà voté, c'est-à-dire vous avez mis en pratique vos droits, qui est le droit au vote, votre devoir civique et citoyen, vous êtes allé voter. Comment aujourd'hui renverser la tendance? Alors, on l'a expliqué, on a souligné un petit peu les mots, les problèmes aujourd'hui qui poussent certains jeunes à rester à la maison lors des élections présidentielles ou législatives, qui poussent certaines personnes à ne pas aller voter, en l'occurrence les jeunes. Comment renverser la tendance aujourd'hui, la courbe, selon toi, mon cher Mamadou? Ok, pour renverser déjà la courbe, donc je dirais que ça sera facile, mais aussi ça ne sera pas facile, parce que déjà il y a le manque de communication entre nos supérieurs. Ouais. Voilà, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Absolument. Et ce qui est grave, on est que l'ancienne génération ne veut pas passer le flambeau. Ouais. Donc, ils préfèrent toujours rester là-bas et gérer tout ce qui est aspect argent ou bien les postes. Alors qu'il y a les jeunes qui ont déjà la capacité pour gérer certains postes, mais aussi la connaissance et surtout avec la technologie qui est là. Oui, mais est-ce que Mamadou, est-ce que le fait de ne pas aller voter déjà, c'est s'exprimer aussi?
Donc pourquoi ne pas s'exprimer en allant voter? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne vont plus, en tout cas, il y en a qui y vont, mais beaucoup aujourd'hui ont décidé de ne plus aller voter. C'est un constat de manière générale. Quand il y a des élections présidentielles sur le continent, un peu partout sur notre continent, l'Afrique, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup, même en Europe, il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont plus intéressés par l'idée d'aller voter, d'aller sanctionner un candidat. Parce que c'est ça aussi, aller voter, c'est s'exprimer. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec ce refus, ça sous-entend quoi? Que les jeunes ne veulent plus s'exprimer, Mamadou? Les jeunes ne veulent plus s'exprimer, c'est bien ça. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui se disent que le fait que je me déplace pour aller dans les bureaux de vote, pour voter, donc ça ne sert à rien. Alors que pendant ce temps, je peux gagner de l'argent. D'accord. Vous voyez. Donc déjà, c'est la mentalité. Surtout ici au Sénégal, beaucoup de jeunes pensent ainsi. Donc au lieu d'aller dans les bureaux de vote, je préfère aller gagner 2000 francs ou bien 5000 francs pour satisfaire mes besoins. Parce qu'une fois même dans les urnes, je vote pour une personne, donc tout peut changer. Donc ça n'aura pas un impact donc, dans le développement de notre compte. Et ça, c'est ce que beaucoup de jeunes pensent. Mais en tout cas, sur ce plateau, sur Média TV, sur Génération News, on tient à rassurer ces jeunes que leur voix compte, évidemment, et qu'il est très important pour ces jeunes d'aller exprimer leur choix dans les urnes. Oui, Arnaud. Bon, il y a plusieurs paramètres aussi. Il y a le niveau d'instruction, quelque part, il y a la paresse, il y a la confiance et la méfiance. Par exemple, ceux qui sont instruits essaient de regarder les propositions qui sont faites, quand ça les intéresse, ils essaient d'aller. D'autres, quand ça les intéresse, malgré cela, ils sont quand même méfiants parce qu'ils se disent que le système qui est en place depuis belle lurette n'a pas changé, ce sont les mêmes réalités. Et il y a d'autres encore, par exemple, qui se mobilisent juste parce qu'ils ont écouté dire que quelque part on est en train de distribuer un petit 5000 francs, des t-shirts et tout, pour pouvoir soutenir une personne qui n'a pas forcément connaissance. D'accord. Elie? Je pourrais rajouter aussi que dans cette chose, il manque aujourd'hui dans la jeunesse une éthique politique. Surtout. Parce qu'aujourd'hui, dans la jeunesse, aujourd'hui, on ne retrouve plus comme des jeunes avant où je sens le devoir d'aller voter pour mon frère Malik ou mon frère Mamadou parce que je sens en lui quelque chose qui peut changer mon quotidien de tous les jours. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est plus attirée par le mouvement autour de l'événement politique, c'est-à-dire la distribution des t-shirts, des petits billets c'est une forme de manipulation. Voilà. Et il n'y a plus cette éthique-là. Et par contre, lorsque vous voyez en Europe, on implique les jeunes dans la chose politique. Aujourd'hui, vous allez dans les universités, vous avez les universités d'été où on parle qu'aux politiques en Europe. Ce que chez nous, en Afrique, on n'en a pas. On a très peu de jeunes qui essaient de s'intéresser à la politique parce qu'on se dit que la politique c'est pour les vieux et si je vais là-bas c'est juste pour aller manger, aller prendre ma part de gâteau et c'est pas forcément en fait comme pouvait dire Arnaud tout à l'heure, il y a aussi l'instruction qui fait en sorte que tout cela n'arrive pas à coller en fait. L'éthique politique, Malik, ça manque beaucoup aujourd'hui à cette jeunesse. Est-ce que c'est parce que, je pense que vous l'avez souligné, Arnaud et Elie est revenu là sur ce point aussi, est-ce que c'est parce que dans certains secteurs clés de la politique, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien dans le gouvernement, qu'il n'y ait pas assez de représentants jeunes dans ce domaine-là, sur lesquels les jeunes, d'autres jeunes peuvent facilement s'identifier? Il y en a, parce qu'il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, donc il y en a, mais c'est rare. Donc moi, ma conception de cette vote politique-là, c'est qu'il faut faire ce qu'on doit faire. Fais ce que tu as à faire. Donc il y a un adage Wolof qui dit que je ne suis pas seul. Donc dire que j'en fais pas partie, c'est mieux que de dire que je ne suis pas seul dedans. D'accord, et en Wolof, ça donne quoi? Duman Kesse. D'accord. Voilà. Donc tu vas essayer de comprendre après l'émission. Oh, t'inquiète, tu l'as déjà la phrase. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse ce qu'on doit faire. C'est comme il a si bien dit, l'éthique politique compte. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on nous imprègne, il faut s'imprégner. Il ne faut pas attendre qu'on nous dise ça et ça, c'est ça qui compte. Il ne faut pas qu'on attend qu'on nous donne les ABC de la politique. Parce que nous sommes la génération de demain, nous sommes la génération du présent. Parce que comme le disait un ami Mbalo, il ne faut pas dire que la jeunesse c'est l'avenir, la jeunesse c'est le présent. La jeunesse c'est ce qui compte au moment T.
Donc, comme que les anciens ne veulent ni passer le flambeau, ni passer l'information. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'était passé il y a 20 ans, il y a 5 ans. Donc, c'est un peu difficile pour nous de pouvoir dire ce qui va se passer aujourd'hui. Oui, mais le point, je suis d'accord sur le principe, mon cher Malik. Mais revenons quand même à ce taux d'abstention des jeunes dans les bureaux de vote. Vous l'avez souligné, il y a cette faible représentativité des jeunes dans des instances clés comme l'Assemblée nationale, le gouvernement ou d'autres instances politiques. Ces jeunes auxquels d'autres jeunes vont facilement s'identifier. Mais il y a quand même ce point très important souligné par Elie qui parlait de cette notion d'éthique politique. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, comme je l'ai souligné également, ne sont plus portés vers la vie politique. Est-ce que l'avènement des réseaux sociaux en est pour quelque chose, Mamadou? Bon, la technologie, surtout les réseaux sociaux, joue un rôle vraiment important concernant la jeunesse, l'implication de la jeunesse sur l'aspect politique. Mais je dirais bien qu'aussi, pour mieux les impliquer, il suffit juste de revoir un peu notre système de communication sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les personnes qui sont en tête. Essayer de les imposer à cela. Parce qu'en les imposant, l'éthique politique, automatiquement, nous saurons exactement comment faire, comment s'instruire et comment s'y prendre. Et aussi, les jeunes doivent faire des efforts pour s'y imprégner. Parce que c'est la vie, nous sommes la jeunesse, nous devons nous accaparer en quelque sorte de ce qui nous revient de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, pardon de t'interrompre mon cher Mamadou, est-ce qu'aujourd'hui la solution, ce n'est pas de faire l'effet inverse, c'est-à-dire de se servir des réseaux sociaux pour sensibiliser justement ces jeunes-là à aller tout le temps dans les bureaux de vote? Effectivement, ça peut se faire avec des personnes qui ont de l'influence sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent mener un combat vraiment extraordinaire. Comment essayer de les imposer cela, de les inciter à aller dans les bureaux de vote, mais d'abord en commençant par nous. C'est-à-dire ces personnes influenceuses, ils peuvent le faire, elles peuvent le faire du moins. Comment? Vous pouvez aller dans les bureaux de vote ou bien écrire des messages qui parlent de la politique de notre pays, essayer de les imposer à les accepter, mais aussi y donner leur part. Comme John Fitzgerald Kennedy disait, don't ask what the country can do for you, but ask what you can do for your country. Donc, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Et pour avoir cette réponse, c'est d'aller dans les bureaux de vote. Effectivement, c'est la mentalité de la jeunesse qui pousse à aller de l'avant pour aller dans les bureaux de vote. Malik. Écoutez, Régis, pour moi, cette fatigue a amené une sorte de complexe. Maintenant, on a même le complexe de dire que je vais aller voter. Oui, parce que quand tu es jeune et que tu viens de dire à quelqu'un que je vais voter, on te voit comme un extraterrestre. Effectivement. Moi, je me dis que c'est cette mentalité qu'on doit essayer d'abord d'éradiquer. De se dire en fait que l'éthique politique ou bien l'éducation politique, parce qu'il y a une éducation politique, c'est-à-dire le fait de connaître ce qu'on doit faire et comment le faire en fait, c'est-à-dire avoir les informations sur quand voter, comment voter, et je vous dis, je pèse mes mots, il y en a qui ne savent même pas comment voter maintenant. Et Arnaud parlait d'explication, tu l'as souligné également, on a besoin, les gens doivent expliquer aux jeunes. On a besoin d'informations, surtout il faut essayer d'éradiquer ce complexe-là. On est dans un pays où on est tous ensemble, les vieux y résident, les jeunes y résident, les enfants y résident. Donc les vieux, même s'il y en a qui ont travaillé pour nous, on doit travailler pour nos enfants. Donc il faut se mettre ça dans la tête et savoir que chaque pas qu'on pose, c'est pour nos enfants qu'on le fait, et essayer d'avoir cette éthique politique et cette éducation politique et aller voter. Donc je répète, faire ce que tu as à faire. Voilà. C'est parce que éducation politique, Arnaud, je suis d'accord, pardon Elie, je viens à toi, je suis d'accord, parce que le terme en lui-même, il est très fort, la phrase elle est forte, l'éducation politique, parce que quand on parle d'éducation, on parle de transmission également. Ça veut dire que si toi, le jeune père que tu es, ou bien que tu seras, Arnaud, si tu n'as pas justement cette culture d'aller dans les bureaux de vote, le risque derrière, c'est d'avoir un fils ou bien ta progéniture qui ne soit pas aussi dans cette optique de se dire, parce que l'enfant imite beaucoup ce que les parents font. Et si toi, en tant que jeune père, tu n'es pas un adepte des bureaux de vote, ça risque de compliquer un peu l'avenir de demain, mon cher Arnaud. Donc du coup, l'éducation, alors évidemment qu'en le disant, on n'est pas en train de tirer un boulet rouge sur nos parents, parce qu'aujourd'hui nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, mais si on a des jeunes qui sont distraits par autre chose, et Elie l'a souligné par tout ce qui est bruit, tout ce qui est buzz, tout ce qui est fête et tout le reste, et là ça devient un peu compliqué, Arnaud. D'où l'éducation politique, c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour, faire une mise à jour dans les familles avec l'éducation politique. Oui, il est d'abord à souligner que l'éducation politique est assez différente
concernant les réalités occidentales et nos réalités. Bon, quand on rentre par exemple dans le cadre de la communication entre un parent et son enfant, il y a certains parents qui ne s'arrangent pas à pouvoir communiquer leur expérience aux enfants, mais ils essaient de forcer ces enfants-là de pouvoir porter un choix sur leur candidat à eux. Voilà, ouais. Donc voilà. Non, mais après, c'est un point qu'il faut souligner. C'est ça. Évidemment, c'est là le point dans les familles, dans nos familles, c'est qu'en fait, on a parfois le grand frère ou bien la grande sœur qui ne te laisse pas le choix, permettez la répétition, qui ne te laisse pas le choix de choisir le candidat qui te sied le mieux. On est beaucoup plus dans du mimétisme. C'est-à-dire, je vais voter tel candidat, tu mimes, on y va. On copie. Oui, là, on est d'accord avec toi, mon cher Arnaud, par rapport à ce point soulevé. Oui. C'est vrai. En ce qui concerne ce processus-là, il y a des parents qui essaient quand même. En général, les parents, surtout quand les enfants se retiennent de voter, ils prennent les enfants pour aller voter leur propre candidat. Maintenant, pour les parents qui communiquent et laissent à ces jeunes-là, qui ont déjà l'âge de voter notamment, 18 ans. Le choix de pouvoir porter leur candidature envers un système, envers une classe, envers une personne. Ce sont des choses à féliciter en fait. D'accord. On a un autre point, Elie. Avant évidemment de te laisser argumenter, je pense que tu veux rebondir sur un point. Alors il y a un autre point parce que évidemment là, on se pose la question de savoir pourquoi il y a beaucoup de nos frères, nos petites sœurs qui ne vont pas voter. Mais prenons le cas de ceux-là qui vont voter. Parce que la thématique c'est pourquoi les jeunes votent-ils moins. Donc ça sous-entend qu'il y en a qui votent. Prenons le cas de ceux-là qui votent. Alors, d'aucuns disent qu'en fait, moi en préparant cette émission, je suis tombé sur les réactions un petit peu de beaucoup de jeunes. Pour certains, ce serait peut-être bien de ramener un petit peu l'âge, diminuer, c'est-à-dire au lieu d'attendre 18 ans pour voter, peut-être le faire à 16 ans. Parce qu'à 16 ans, il y a déjà des jeunes qui veulent s'exprimer dans les bureaux de vote, mais qui sont un petit peu fatigués d'attendre les 18 ans pour pouvoir voter. Alors ça, c'est un point. Est-ce qu'en le faisant, Elie, on peut ramener le maximum de jeunes dans les bureaux de vote? Ou c'est risqué de le faire? C'est quand même risqué parce que la jeunesse aujourd'hui, bon, certes elle est très précoce, mais ça donne pas forcément à l'activité politique. Elle est apte à faire autre chose que la chose politique. Donc du coup, ça serait un peu risqué de revoir l'âge de vote pour ces jeunes-là. Mais par contre, moi, je pense qu'il serait très important de ramener l'âge des personnes que l'on met devant. Au lieu d'attendre que le président qui est devant atteigne, je ne sais pas, 45 ans, impliquer un jeune président à 30 ans, à 25 ans, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à la politique à 25 ans, qui pensent avoir quelque chose. Certes, ils n'ont pas le bagage politique qu'il faut, mais avec les personnes qui sont là, je pense qu'il est important que le flambeau se transmette en fait. Et d'ailleurs, en fait, je pense que c'est l'engouement qu'on a observé. Vous vous souvenez quand le président français Emmanuel Macron a été élu à la tête de la France, on a eu la réaction de beaucoup de jeunes, parce que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il est très jeune. Donc on a eu cette réaction sur le continent en disant attends, mais Emmanuel Macron il a moins de 40 ans, il est chef d'État. Donc en fait ça a suscité beaucoup chez les jeunes. Les jeunes se sont retrouvés un petit peu en Emmanuel Macron, le chef de l'État français. Est-ce que c'est un peu ce qui manque aussi chez nous? C'est un peu dans ce sens-là que bien sûr. Et si vous voyez un peu les déboires qu'il y a eu depuis quelques temps avec Emmanuel Macron, c'est parce que c'est la jeunesse qui ne se sent plus concernée envers la politique que mène Emmanuel Macron aujourd'hui. Permettez-moi de citer son nom. Autrefois, il se sentait impliqué dans ce qu'il proposait. Mais maintenant, aujourd'hui, on ne se voit plus forcément dans ce qu'il mène. Donc, il est important aujourd'hui que nous, en tant que jeunes, on nous laisse la possibilité de nous exprimer aussi. Donc,
permettez-moi de dire... Non, mais la possibilité, vous l'avez. Enfin, on a cette possibilité-là, parce qu'à partir de 18 ans, la loi vous dit que vous avez le droit d'aller voter. Bien sûr. Ça, voilà, c'est sur ce principe, il n'y a pas de problème. Bien. D'accord. Maintenant, excusez-moi. Non, mais vas-y, mon chéri. La loi nous le permet à 18 ans. Mais quelles sont les conditions qui suivent derrière? Mais c'est justement, ça c'est le problème souligné par Malik quand il parlait d'explication. Voilà. C'est ce qui manque en fait aujourd'hui, selon vous. Hein. Moi je ramasse ce que vous me dites, c'est l'explication qui manque, Malik. L'explication, l'information et le fait qu'on nous force des gens à écouter. Donc on ne nous laisse pas la liberté d'expression, on ne nous laisse même plus la liberté de vision. Donc on nous force des personnes qui sont là pour expliquer ce qui les arrange. Donc pour revenir sur ta question, c'est-à-dire le fait de diminuer l'âge de vote, de partir à 17 ans, 16 ans. Ouais. Donc je pense que les gens qu'on a mis devant d'abord comme président, c'est parce qu'ils ont la maturité qu'il faut. Parce qu'ils pensent qu'en tant que jeune, il y a beaucoup de tentations qui sont autour et que le jeune, lui, ne pourra pas gérer une aussi grande responsabilité. Maintenant, pour ce qui est de celui qui a 17 ans, qu'il peut voter ou pas, comme l'a dit Elie, ceux qui ont 17 ans sont plus occupés par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc il y en a, mais il y a des exceptions près. Et ils sont minimes, qu'on se dise la vérité, ils sont rares. Donc pour moi, il serait plus judicieux de laisser les 18 ans là qu'on a déjà établi sur place et donner l'information qu'il faut pour que tout le monde puisse aller voter. L'information, l'explication et la suivi aussi des choses. Je pense que le critère d'âge n'est pas vraiment un problème parce qu'un jeune à 16 ans, il aura tout le temps nécessaire pour pouvoir voter quand il va atteindre 18 ans, après il aura 19 ans. Bon, en fait, ça dépend. D'autre part, c'est quand même important parce que il y a des jeunes de 16 ans qui sont plus matures que des jeunes de 19-20 ans. En ce qui concerne le vote en fait, l'âge concernant l'élection et tout, qui est de 18 ans. Donc je pense que 18 ans c'est l'âge nécessaire pour l'âge idoine quoi. Et tout ce que nos dirigeants doivent faire, c'est juste essayer de promouvoir la jeunesse, de promouvoir l'information à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, la télévision, etc. Organiser plusieurs choses où la jeunesse sera intéressée. Exactement, on doit des séminaires, des événements où en fait on doit comme on fait en Europe. Mettre en place, parce que je pense que les jeunes aujourd'hui, vous l'avez tous souligné, on est d'accord sur ce point, s'il y a beaucoup qui ne vont pas envahir les bureaux de vote, c'est parce qu'il n'y a pas cette implication-là, on ne se reconnaît pas forcément dans le profil d'un candidat, et je trouve que ce serait bien, comme Arnaud l'a souligné, d'organiser des séminaires, des événements centrés sur la jeunesse, de dire aux jeunes, vous comptez beaucoup et vos voix comptent énormément. Maintenant, comment voter? On vous laisse le choix de le faire. Voilà, voici comment il faut voter, voici. Donc je pense que comme Malik l'a souligné, les informations et les explications. Je pense qu'avec ce cocktail-là, les jeunes facilement iront dans le bureau de vote. Comme qu'on est là en fait pour donner des solutions, donc on va donner des solutions claires et nettes. Voilà, on a ce qu'on appelle les influenceurs dans les réseaux sociaux. Ils ont plus de 10 millions de vues. Il faut les utiliser. On a des personnes qui, même si on dit qu'ils sont anodines, qui ne font pas de choses sérieuses, il faut prendre la personne, on l'utilise à sa fin. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là que les enfants et les jeunes de notre âge écoutent. Il faut les utiliser. Il faut, je vais pas utiliser, donc entre guillemets, donc on comprend. Voilà. Donc il faut pas utiliser les méthodes archaïques, c'est-à-dire mettre les affiches partout, utiliser l'ancienne méthode marché, jouer au baby. On voit même des mères qui jouent au baby-foot maintenant avec les jeunes. C'est pas la méthode qu'il faut. Utiliser ces influenceurs-là, adapter la méthode de communication que les jeunes ont maintenant, c'est-à-dire TikTok, c'est-à-dire Instagram, c'est-à-dire Facebook, c'est-à-dire WhatsApp. Ils ont des marketeurs chez eux. Donc utilisez les marketeurs à bon escient. Oui, je t'ai dit, tu voulais rebondir sur un point. Juste revenir sur ce point très intéressant parce que comme nous l'avons vu aujourd'hui, comment dirais-je, la jeunesse en quelque sorte, 99% de la jeunesse, si on parle par exemple de quelque chose qui est très sérieux, genre les coachings ou bien des séminaires, automatiquement elle se dit non, je ne serai pas vraiment impliqué. Mais s'il s'agit de changer la donne, comment? En prenant en compte ces influenceurs, et c'est surtout de comment communiquer avec eux, de leur montrer que voilà, ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est le moment de changer cela. Donc, ne pas trop mettre la comédie à l'avance, mais essayer aussi d'instruire. C'est bien beau d'utiliser la comédie, mais aussi si on arrive à instruire à travers la comédie même, c'est possible de le faire. Donc, et le message
passe mieux quand c'est sous un ton un peu ludique que quand sur un ton un peu voilà, très strict et très sérieux. Nous sommes malheureusement les amis arrivés au terme de cette émission Génération News. Ça allait très vite, je sais évidemment. On remercie Elie, vous êtes étudiant en gestion des structures aéronautiques. Donc, merci d'avoir participé à Génération News. On remercie Arnaud, diplômé en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. On remercie également notre ami Malik, spécialiste de la voix. Alors quand on parle de spécialiste de la voix, c'est beaucoup plus dans les voix off, les publicités. Donc vous gagnez votre vie à travers votre voix. Les doublages et comme ça. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On remercie notre ami Momodou, entrepreneur. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.